plus capable, David Icke, plus capable. On fait ça à quel appel? 514-343-2476. Je vais prendre le troisième appel. Ouais, puis il y en a qui vont chercher, lui qui va le gagner, il va chercher longtemps en photo d'Anne-Marie Lozic. Ah, je peux te le garantir. Ah, ben, Benoît m'a menti. Ah, ben, Benoît m'avait promis une photo d'Anne-Marie Lozic gonflable. Ah, ben, Benoît m'a pas dit la vérité. Bon, ben, cher auditeur, il n'y a pas de problème. Alors, cher auditeur, chère auditrice, Perron prononce sa prochaine conférence, sa 68e, la semaine prochaine. Non, c'est plutôt cette semaine, pardon, excusez-moi, il va s'adapter, il va s'ajuster. Et c'est demain soir, à l'Université du Québec à Montréal. Cette conférence s'appelle Madoff et les fonds vautours juifs. Et chers auditeurs, chères auditrices, écoutez, on quitte la semaine prochaine, donc ma conférence du mois de mai sera la partie numéro 2 de cette conférence sur Madoff et les fonds vautours. Je vais parler, vous savez, dans les médias, on a beaucoup parlé de certains fonds rabatteurs ou ce qu'on appelle en anglais des feeder funds, des fonds nourriciers qui alimentaient la bête Madoff, qui l'alimentaient en clients, donc en argent. Et cet argent-là, est-ce qu'elle était réinvestie à quelque part dans l'économie? Non. Cet argent-là est aspiré en dehors des États-Unis, parce que beaucoup des investisseurs étaient américains, mais on a aussi une piste canadienne dans Madoff. Et la prochaine conférence au mois de mai, je vais parler de la piste canadienne, parce que Paul Desmarais était impliqué dans du Madoff. Il avait du Madoff. Et le patron de Grey Rock, la station de ski Grey Rock à Laurentides, sa ferme, où c'est fait déjà la fermeture, eh bien, avait aussi investi des billes dans Madoff. Monsieur Alvin Seagull, de vêtements Peerless sur P9, ici à Montréal, et il avait une fondation charitable, et lui tout avait investi dans Madoff. Donc, ces gens-là ont perdu beaucoup d'argent, et ils doivent se refaire. Et si on peut avoir l'aide de l'État aussi pour se refaire, ben ça va ça va aller encore plus vite. Donc, Bernard Madoff, c'est un scandale, mais demain soir, je vais parler de fonds spéculatifs, des hedge funds, des fonds vautours, surtout des fonds fondés par des Juifs. Et je vais en parler surtout de 3 en particulier. Le Challenge Edgar Fund, et ça, c'est le clan Brofman. Le Markstone Capital Group, et je vais parler des gens derrière ça. Et le Renaissance Fund, et je vais parler de banque. Demain soir, j'ai fait un topo. Je vais présenter un topo sur les institutions bancaires israéliennes et qu'ils ont des succursales aux États-Unis, mais aussi dans des paradis fiscaux. Je vais vous expliquer l'armature, la structure et leur fonctionnement. Et c'est assez troublant, tout ça, et on va prendre le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la conférence soit faite en 2 parties. Donc, demain soir, c'est la première partie. Chers auditeurs, chères auditrices, j'étais à New York à la fin février, début mars, et avec justement un collègue journaliste, bien cher auditeur, devant le site du World Trade Center, le Ground Zero. Et il a dit, Benoît, si tu veux comprendre l'arnaque Madoff, ça doit commencer par ici. J'ai dit, ici? Dans les ruines du World Trade Center? Il dit, oui, ça commence par ici. Tu vois la bâtisse là-bas? Ouais. Il dit, ça, c'est la tour numéro 7. Ça appartient à Larry Silverstein de Silverstein Property. Lui, c'est un feeder fund de Bernard Madoff. Je dis, tu me niaises, là? Il dit, il est un feeder fund, un fonds nourricier de Bernard Madoff. Et lui, 1 mois et demi avant les attentats terroristes, avait eu un lease. Il était devenu le loueur de tous les buildings du World Trade Center pour 99 ans. Pour 99 ans, avec un de ses buddies autrichiens, un homme d'affaires très, 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 très riche, M. Frank Lowy. Et, chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous balancer la sauce. Il m'a dit également, tu devrais vérifier aux côtés du New York Port Authority. New York Port Authority? Ben là, j'ai pas le goût d'aller dans le port de New York. Il dit, voyons, niaiseux. New York Port Authority est le propriétaire du World Trade Center. Correct? Puis c'est eux autres qui sont en charge de la sécurité. Ils ont engagé une firme de sécurité. Ouais. Ben là, Benoît, tu vas fouiller dans les archives puis tu vas trouver c'est qui la firme de sécurité. T'es pas sérieux? Il dit, quand tu vas trouver le nom de la sécurité depuis 1987, c'est-à-dire 6 ans avant les attentats de 1993 qu'il y avait eu au World Trade Center, tu vas comprendre la gimmick. Eh bien, le nom de la firme de sécurité, personne n'en a parlé, et je l'ai trouvé, le document, et je vais vous balancer le document, pas demain soir, mais au mois de mai, le 20 mai. Et je vais vous expliquer qui est cette compagnie qui avait le contrat de sécurité, et qui étaient les fondateurs et les propriétaires. Correct? Vous allez vraiment triper. Donc, on va parler des vraies choses. Et là, chers auditeurs, dans les 2 prochaines conférences, Perron va rentrer dans le cœur du système de la bête, dans le cœur complet des services secrets. Mes conférences de décembre et janvier, j'ai parlé de fonds vautours et des services secrets, surtout anglo-américains. Mais là, on va rentrer dans le cœur de la bête qui fait en sorte qu'il y a toujours un chaos, hein,
au Moyen-Orient. Le cœur de la bête des services secrets islamo-américains. Israélo-américains. Correct? Donc, chers auditeurs, ça va être plus celle du mois de mai. Je vais balancer le nom de toutes les compagnies qui ont été fondées de toutes pièces. Puis je sais que je les ai pas tous, mais j'en ai quand même une centaine. C'est quand même pas pire. Et faites mes devoirs. Qui ont été fondées par des gens des services secrets israélo-américains, surtout israélo, et qui ont à leur tête, comme trustees, des administrateurs, tous des gens des services secrets. Et d'ailleurs, demain soir, je vais vous nommer le Manitou en place dans les services secrets de Israel Security Agency, ISA, qui s'appelle le Shin Bet, et je vais vous nommer et je vais vous montrer la face de craie de cet individu-là. Et ce bonhomme-là, il est comme une métastase, il est partout. Mais il est aussi sur le conseil d'administration de banques qui ont pignon sur rue à New York, à Manhattan. Et ces gens-là, chers auditeurs, chères auditrices, leur seul but et leur seule fonction, c'est de financer des start-up israéliennes qui vont faire affaire en sol américain et de pomper le fric de riches donateurs, de riches hommes d'affaires, etc., des États-Unis via ces banques-là pour s'en aller au Moyen-Orient, en Israël. Israël pompe du fric non-stop. Et quand le fric est rendu là-bas, ben Israël, c'est un no man's land. Il sort plus de là. That's it, that's all. C'est un gigantesque paradis fiscal en plein cœur du Moyen-Orient. Et c'est aussi l'avant-poste des services secrets américains pour s'occuper des zones de circulation du pétrole. Donc, c'est une entente de bonne loi. Une entente de bonne loi. Donc, les 2 prochaines conférences. Demain soir, je mets la table pour vous expliquer le système bancaire israélien en cheville avec des entités de Wall Street et aussi les ramifications autour de Bernard Madoff. Bernard Madoff, faut pas se faire illusion, c'est un homme de paille, c'est strictement un homme de paille, c'est un frontman, c'est on pourrait dire un middleman, c'est un trésorier, finalement, qui va gérer et pomper du fric pour ses tinamis des services secrets. Et ce volet-là est totalement occulté par les grands médias traditionnels. On n'en parle pas, mais on va balancer la sauce demain. Et c'est assez troublant. Et je vais vous nommer le mois prochain, le 20 mai, le nom de la firme de sécurité. Personne n'a jamais parlé de cette firme de sécurité-là. Et quand tu fouilles dans les archives, tu vois le nom des fondateurs, des trustees. Écoute, c'est hallucinant que personne n'a réagi, que personne a pointé ça du doigt, etc. Alors, chers auditeurs, j'ai pris l'antenne ici, le 11 septembre 2001, ici, il y a 8 ans. Et quand je reviendrai, en septembre 2009, pour ma 9e saison, je ferai un topo complet, justement, sur les choses que je vais dire dans mes 2 prochaines conférences. Alors là, j'ai plus le temps parce qu'il reste juste une émission. Donc, les 2 conférences que je fais, en avril et en mai, je ferai un topo. Et quand j'ai pris l'antenne ici, le 11 septembre 2001, j'ai affiché mes couleurs. Pour ceux qui suivent mon émission depuis 8 ans, ils le savent, j'ai affiché immédiatement mes couleurs face aux attentats terroristes qui se déroulaient au moment même que mon émission débutait, parce qu'à l'époque, c'était à la même heure, c'était de 9h à 10h30. Il y avait des avions qui ont percuté les 2 tours jumelles, et j'ai immédiatement pris position en disant que pour moi, il s'agit d'une opération false flag, c'est une job interne. Eh bien, chers auditeurs, 8 ans plus tard, à ma 68e conférence, je commence à comprendre l'architecture de ce qui s'est déroulé, et je vais me mouiller comme je me suis jamais mouillé dans mes conférences de demain soir et du mois de mai, et on va montrer des photos, des images. Le grand Manitou des services secrets israéliens va vous montrer sa face. Vous allez voir que n'importe quelle belle-mère, vous allez l'avoir comme genre, celle-là. Et c'est sûr, certain, il n'y a pas personne qui va venir vouloir voler dans la maison. Alors, regardez la face, il y a de là le pitbull. Ah si, monac! Alors, chers auditeurs, on va se tremper, on va se mettre le nez dans la poutine, et, chers auditeurs, jamais, depuis que j'ai fait des recherches sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001, que je n'ai été aussi convaincu, mais alors là, convaincu hors de tout doute raisonnable, que ces attentats tragiques qui ont changé complètement la donne aux États-Unis, ce ne sont pas le fruit du hasard, mais c'est quelque chose qui fut planifié. Pour moi, il n'y a plus aucun équivoque. Et puis, j'ai rien à voir avec les dynamites qu'ils auraient pu mettre dans le building. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui étaient les joueurs bien avant les attentats surviennent, qui étaient présents sur les lieux du crime. Donc, on parle d'agences de compagnie de sécurité qui ont obtenu le contrat du New York Port Authority, qui était le propriétaire de toutes ces tours-là